Messieurs, dames de l'UDMF, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici à Argenteuil, vous traquez sur le marché ce matin. Vous avez commencé la campagne, donc la campagne régionale 2015 en Ile-de-France, sous le sigle de l'UDMF, l'Union des musulmans français, démocrates français. Votre début de campagne, quelle est votre appréciation, votre ressenti suite au démarrage de votre liste dans cette région? Non, il y a eu un très bel accueil. Très bel accueil. On a lancé notre campagne avec une action sur la porte de Saint-Ouen, avec les réfugiés syriens, qui a eu un très très bel écho. Les réfugiés ont été pour la plupart tous relogés, voire pour ceux qui ne voulaient pas rester en France, acheminés vers la Belgique et l'Angleterre. Oui. Donc là aussi on a marqué le coup. Ensuite, sur le terrain, toutes nos opérations de terrain reçoivent vraiment un très bel accueil. La plupart des questions, c'est pourquoi on a mis les musulmans dans notre parti politique. Oui. Donc là aussi, par démarche de pédagogie, on explique à nos militants, à nos sympathisants. Est-ce que c'est un clin d'œil, par exemple, au parti allemand chrétien-démocrate ou pas? Le fait de mettre le nom d'un... Je crois que s'il fallait faire un clin d'œil, on aurait pu parler directement du parti chrétien-démocrate et du Christian Boutin, sans aller jusqu'à allemand. C'est bien qu'en France, il y a un parti chrétien-démocrate. Oui, de Christine Boutin. Voilà, oui. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au modèle allemand. Oui, exact. Mais on le voit plus outre-Rhin, ce genre de cycle qu'en France. Il faut rappeler que quand même Christine Boutin, président d'honneur du parti chrétien-démocrate, était quand même ministre du logement il n'y a pas très longtemps. Exact, oui. Donc on essaye de montrer que c'est un parti effectivement qui a peu de poids finalement sur l'échiquier politique. On se rend bien compte que c'est complètement faux. Alors encore une fois, on n'essaye pas du tout de ressembler au parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. On ne se permettra pas d'arborer, par exemple, comme elle l'a fait pendant les discussions de Pax, une Bible pendant justement les discussions parlementaires. On ne se permettra pas de discriminer aussi d'autres communautés en disant par exemple notamment que le minaret est un symbole d'islam et que la France n'est pas un système d'islam. Ce genre de choses, nous, clairement, on ne fait pas. Par contre, effectivement, on peut nous dire qu'on a un parti d'opinion au même titre que le parti chrétien-démocrate, ce qui est tout à fait logique. Alors, vous nous parliez de votre accueil dans les grandes villes d'Île-de-France, mais vous ciblez quel quartier? Vous citez les quartiers populaires ou vous ciblez tous les quartiers? On se rend compte aujourd'hui, par exemple, que les banlieues, on parle de la banlieue populaire, la petite ceinture, la grande ceinture de Paris. Il y a des partis qui essayent de s'accaparer l'électorat, le Parti Socialiste, l'UMP et même le Front National qui lance une campagne banlieue FM 93, etc. Et vous, est-ce que vous ciblez le même électorat ou vous dites finalement... Nous sommes un parti laïque non confessionnel et nous adressons à tous les citoyens sans distinction. C'est-à-dire que notre premier meeting, nous l'enfons à 5 militants en Seine-et-Marne. Ensuite, bien entendu, au niveau des quartiers populaires, on s'adresse bien entendu à eux, mais on n'a pas de cible privilégiée. On s'adresse à tous les citoyens français sans distinction. Et sur l'échiquier politique, vous vous situez plus à gauche ou plus à droite? Ni à droite ni à gauche et encore moins du centre. D'accord. Aujourd'hui, nous avons par exemple un programme sur le logement qui concerne les sans-abri avec des mesures concrètes. Et nous avons aussi un programme sur l'esprit d'entreprendre, plutôt une mesure qui est estampillée éventuellement en centre droit. Donc nous indiquons rien du tout. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire pour nous. D'être de gauche, d'être de droite, d'être du centre. Clairement, un positionnement nous enfermerait dans une étiquette et qui nous empêcherait de nous adresser, de faire par exemple, de prôner des mesures qui seront plutôt libérales ou même des mesures qui seront plutôt estampillées, soi-disant, à gauche. Alors, quelques questions sur les principales mesures qui ont été prises dans la région et qui sont peut-être à prévoir dans les prochaines années. Sur les transports. Donc aujourd'hui, on est sur un pass Navigo à tarif unique. Donc c'est une mesure qui a un coût, bien entendu. Vous en pensez quoi, le pass Navigo à tarif unique? Vous êtes plutôt pour, contre et pourquoi? Je peux répondre là-dessus. Sur le pass Navigo en soi, c'était une promesse effectivement qui datait déjà depuis un certain temps. On est plutôt évidemment favorable à ce qu'il y ait une mobilité de France et qu'elle puisse être en plus, que tous les modes de transport puissent être accessibles à l'ensemble des franciliens. C'est bien que ceux qui travaillent dans la grande couronne de Paris, qui habitent dans la grande couronne de Paris, qui travaillent Paris intramuros, c'est très difficile pour eux
sur le plan financier, puisqu'on était sur un système de zonage, d'avoir accès au transport et de pouvoir se rendre sans frais sur le lieu de leur travail. Le pass Navigo en soi, aujourd'hui, je pense que c'est plus un sujet. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on prend en charge l'intégralité des frais liés au transport. C'est-à-dire le parcours amont et le parcours aval. Avant d'arriver dans une gare pour prendre votre train, souvent, les Français, les citoyens d'Île-de-France utilisent leur véhicule personnel, faute de bus à des fréquences raisonnables, et puis aussi peut-être la faute aux tarifs pratiqués par certaines grandes compagnies, type CIF et RATP. Ce qu'il faudrait, ce que nous en tout cas on propose dans le cadre de ces régionales sur le plan du transport, c'est la prise en charge également des frais de parking dans les gares parisiennes, dans les gares en tout cas d'Île-de-France de manière générale. Donc, prise en charge des frais de parking au même titre que la prise en charge de la moitié du pass Navigo. Ça c'est une vraie mesure qui va permettre une vraie équité à tous les citoyens et puis surtout certainement favoriser une vraie mobilité. Alors, juste un mot sur les transports aussi au niveau du Grand Paris. Il y a certains départements, notamment la Seine-et-Marne, ce sont les oubliés complètement du Grand Paris. Et puis le Grand Paris, comme il a été conçu et comme aujourd'hui le prône, par exemple, notamment la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, en disant que nous allons faire le Grand Paris pour pas que les banlieusards, entre guillemets, passent dans Paris, mais en gros les Parisiens intramuros soient, on va dire, en gros que les banlieusards ne traversent pas Paris, c'est pour nous fracturer une région qui est déjà fracturée avec 17 ans de socialisme. Donc comme l'a dit Khalid, aujourd'hui il faut envisager les transports une solution systémique, globale au sein de l'Île-de-France et ne surtout pas oublier certains territoires, et notamment la Seine-et-Marne. Donc vous remettriez à plat le Grand Paris Express avec les tangentiels, etc. C'est quelque chose qui ne vous semble pas opportun par rapport à la configuration de l'Île-de-France. Il faut, bien entendu, le Grand Paris est nécessaire, bien entendu, comme il a été envisagé, sauf que aujourd'hui, le département, par exemple, de Seine-et-Marne, je suis moi-même élu en Seine-et-Marne, on a des territoires qui ont complètement été oubliés du Grand Paris. Et ça, c'est encore fracturer une région qui l'est déjà. Alors, il faut commencer par désenclaver, comme disait Nizar, certaines zones. Vous prenez la zone de Clichy-sous-Bois, la zone d'Aulnay-sous-Bois, mais Clichy, c'est encore plus frappant. On est quand même dans une ville où vous n'avez pas de gare, où vous avez un réseau d'autobus avec une offre qui est relativement faible. L'idée du Grand Paris, c'est de profiter justement de ce grand projet pour aller désenclaver ces quartiers, pour qu'on ait davantage de mixité sociale aux abords de Paris, notamment en Seine-Saint-Denis, et la Seine-Saint-Denis étant quand même sur le plan géographique plutôt bien localisée en Ile-de-France. Donc il faut profiter de cette occasion du Grand Paris pour aller désenclaver des quartiers, désenclaver des villes et permettre à tous les citoyens de pouvoir se rendre le plus simplement possible et sur le plan financier le moins cher possible à Paris pour y travailler. Alors, une question sur le schéma directeur régional de l'Île-de-France. Donc il y a un plan de construction de plusieurs dizaines de milliers de logements sur toute la région, et y compris un projet de, alors certains parlent de bétonisation du parc de la Courneuve, le parc Valbon, et également de l'ancien site industriel de PSA. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous êtes favorable pour densifier ces secteurs, ou au contraire, comme certains riverains ou certains élus, vous pensez qu'il faut préserver d'un côté la nature et de l'autre côté les industries? Bien entendu, il faut privilégier dans les espaces urbains les espaces verts. Ça, je pense que ça fait l'unanimité, tout le monde est d'accord. Maintenant, je rappelle quand même qu'il existe une loi qui est déjà en place où l'État ou même des collectivités peuvent prendre des logements vacants. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de logements vacants en Ile-de-France qui sont inexploités. Donc la solution, elle n'est pas que dans la bétonisation, elle n'est pas que dans la reconstruction, elle est aussi, en tout cas aujourd'hui, actuelle, ça veut dire qu'elle existe déjà. C'est simplement une volonté. Il suffit que les élus aient une volonté pour aller chercher les logements là où ils sont. Concernant la préservation des espaces verts, je pense qu'il faut arrêter la ghettoisation. Mais plus que ça, c'est-à-dire que c'est pas juste cet espace urbain qui est aujourd'hui plus que bétonné, c'est le fait d'attribuer les logements. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux, c'est que les préfectures attribuent des logements on va dire par nationalité, excusez-moi du terme. C'est-à-dire que dans 94,
on a aujourd'hui des tours, il s'appelle la tour des Turcs, la tour des Maliens, et ça, c'est absolument contraire à notre esprit de vivre ensemble, voire nous, ce qu'on prône, c'est au-delà et le faire ensemble. On se retrouve avec des collèges où, dans certaines classes, nous avons essentiellement un type de population, une type de population. On sait très bien qu'au niveau de l'éducation, ça ne mène à rien. Alors, c'est une bonne transition. Vous parliez donc des collèges, des lycées, etc., où il y a une sorte de, entre guillemets, ghettoisation en fonction du secteur géographique. Najat Vallaud-Belkacem propose de réformer la carte scolaire et d'imposer une certaine mixité dans les collèges, notamment les collèges de banlieue. Vous pensez quoi? Est-ce que c'est une mesure dans laquelle vous êtes favorable, ou au contraire, vous êtes plutôt méfiant? Moi, je peux répondre là-dessus. En fait, pour nous, il s'agit surtout d'une mesurette, dans la mesure où le plan de Madame la ministre de l'Éducation nationale prévoit effectivement de permettre à des enfants d'une ville de pouvoir s'inscrire sur différents collèges, mais dans un même secteur. Or, on sait bien que la problématique est loin d'être celle-là. L'idée étant de créer de la mixité sociale. Sauf que quand on vous donne le choix entre deux collèges du même secteur et un seul, le résultat est le même. Ce qu'il faudrait, c'est évidemment modulo les difficultés géographiques, puisqu'il faudrait encore que les parents puissent amener leurs enfants à l'école. L'école se situe quand même pas trop loin du domicile. Il faudrait plutôt réfléchir à comment est-ce qu'on donne envie à des enfants ou à des parents d'une certaine classe sociale de venir habiter dans ces villes pour créer de la vraie mixité sociale. La mixité sociale, elle ne s'arrête pas uniquement dans le cadre de l'école, du collège ou du lycée, elle se vit tous les jours, dans la société en général, donc au travail, dans les transports en commun, dans les lieux de vie publique. C'est là qu'il faut créer de la mixité sociale, c'est pas uniquement à l'école. Et encore une fois, cette mesure ne va s'adresser qu'à des personnes qui habitent dans un secteur, et avant, ils avaient le choix d'aller dans un collège, maintenant ils ont le choix d'aller dans le collège qui est situé la rue d'après. C'est pas ça de la mixité sociale. Alors, je vais revenir sur un point plus politicien. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez eu des tentatives d'approche ou de contact d'autres partis qui ont essayé de discuter avec vous pour savoir, par exemple, dans l'optique du second tour, s'il y avait possibilité de faire mouvement ensemble? Est-ce qu'à ce jour, vous avez eu des approches? Sur ce sujet, on va se dire les choses de manière très claire. Nous sommes un parti politique complètement indépendant sur le plan idéologique, sur le plan financier, sur le plan stratégique. Nous n'avons de lien avec aucun autre parti quel qu'il soit, que ce soit les grands partis que vous évoquiez tout à l'heure en filigrane, à savoir les Républicains et le Parti Socialiste, aussi bien que les petits partis. Nous comptons mener ces régionales jusqu'au bout de manière indépendante, avec Nizar en tête de liste. Nous ne sommes absolument pas de connivence avec qui que ce soit et quelques partis que ce soit. Alors, le mot de la fin pour nos lecteurs et auditeurs de l'ENECAP, est-ce que vous auriez une déclaration à faire par rapport à votre mouvement, votre parti, votre programme, un message que vous souhaiteriez faire passer? Pour ce qui est justement de l'union des démocrates français, j'ai rappelé que le mouvement aujourd'hui il est là pour interpeller les Français. On va forcément taxer le communautaire, parce qu'aujourd'hui le mouvement musulman justement est perçu comme une crise du communautarisme, du sectarisme, de tout ce qui est finalement une dérive par rapport à un musulman républicain. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement musulman est devenu malheureusement un enjeu électoral central dans la vie politique de notre pays. On le voit depuis le régional de 2004 jusqu'à aujourd'hui. Toutes les élections que nous avons connues ont été ponctuées par des lois liberticides clairement dirigées par rapport justement aux citoyens musulmans. C'est un problème politique. Et ce problème politique, il faut une réponse politique. Ce rejet finalement de plus en plus assumé et décomplexé envers les musulmans ne doit pas être un problème communautaire qui touche uniquement une victime. Il doit parler avant tout à toute la nation. Voilà encore une fois pourquoi le positionnement des musulmans se trouve au centre de notre cible. Une question que j'avais peut-être pas forcément évoquée tout à l'heure, mais est-ce que dans votre liste, quel que soit le département, au niveau régional, est-ce qu'il y a des non-musulmans? C'est surtout que la question, votre question elle est particulière, elle interpelle. On ne demande pas la liste, la nationalité,
la culture, la religion des gens qui nous rejoignent. Tout à fait. Donc, dans l'absolu, on ne saurait pas vous dire s'il y a que des musulmans, pas que des musulmans, des gens athées, des gens pas athées. Il y a des gens, des citoyens de toute profession, c'est une certitude, de toute provenance sociale. Et on n'est pas, encore une fois, à la porte de notre parti à demander, à demander aux gens de montrer patte blanche d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et qu'à regarder par exemple le dernier meeting qu'on a fait, il y a des vidéos qui est disponible sur notre site internet. Vous verrez, nous avons un sympathisant, c'est un professeur de lettres catholique qui est venu effectivement témoigner lui-même. C'est la preuve qu'effectivement nous sommes un parti parfaitement ouvert. Et par contre, il faudra du temps pour casser cette caricature qui pèse finalement sur les musulmans. C'est un peu comme si le musulman était dans l'incapacité de s'adresser à la nation entière et que les seules revendications qu'il aurait seraient des revendications purement communautaires au mépris des autres. Je pense que ce cliché-là, il va falloir le casser. C'est clairement ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Les musulmans participent aujourd'hui à la vie citoyenne, à la vie économique de notre pays. Et ce qu'il faut compter, c'est que demain, nous souhaitons, en tout cas, le voir le jour via l'UDMF, les musulmans participent également à la vie politique. Et ça, c'est antinomique par rapport à ce qu'on nous catalogue et ce qu'on nous critique de communautarisme. Un groupe communautaire se replie sur lui-même. Il a peur des autres. Nous sommes là pour participer à la vie politique de notre pays. Nous aimons notre pays. Nous sommes là pour apporter des idées dans l'intérêt de tous et sur le bien commun. Sur la phrase de conclusion que je souhaiterais mettre, c'est-à-dire qu'un de nos slogans, c'est réconcilier éthique et politique. Et je souhaiterais dire qu'aujourd'hui, enfin, nous, la politique, nous n'envisageons pas comme un métier. Nous avons tous des métiers autour dans l'équipe. Et si nous sommes élus, nous avons tous signé une charte comme quoi nous reverserons plus de 50% de l'indemnité de conseiller régional à des associations aujourd'hui qui œuvrent sur le terrain, notamment sur le plan éthique. Notamment, je parle des coopératives, je parle des associations qui aident les sans-abri notamment, des associations qui aujourd'hui sur le terrain ont aucun budget de la part du conseil régional. Nous sommes prêts à prendre de nos indemnités parce que nous considérons que aller siéger une fois au conseil régional et que aller faire quelques déplacements, pour nous 2800 € c'est beaucoup trop. Et donc nous reverserons plus de la moitié de ces indemnités aux associations. D'accord. Un mot de la fin pour vous? Un mot de la fin pour moi, je crois que tout a été dit. Nous sommes un parti, comme pour le redire, parce que c'est quand même important, donc non confessionnel, absolument respectueux des valeurs républicaines, parfaitement démocrate, constitué de citoyens qui ont envie de changement, constitué de citoyens qui ont des convictions. Nous sommes intimement convaincus que le temps des élites est révolu. Les idées se trouvent à la base. Nous sommes tous les jours rejoints par des citoyens qui ont des idées. Et souvent, ce sont des idées simples. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la gratuité du stationnement pour les véhicules dans les gares. Et ça, c'est une vraie problématique. Et donc, on apporte une réponse simple mais pragmatique à ce sujet qui concerne tous les Franciliens. Et en ce sens, je pense effectivement que l'UDMF a toute sa place sur l'échiquier politique. Et les élections régionales, j'espère, viendront corroborer ce que je dis. Merci. Merci.